Enfantillage. Ma poupée va manger des poissons bien salés. Alors, Gruffalo, dit la petite souris. tu as vu? Tout le monde a peur de moi. Elle était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Dutheil. Lire, c'est pas seulement un apprentissage qui remplit un enfant, mais qui le construit. Un enfant qui sait lire n'est plus le même que le moment où il ne savait pas lire. Ça le transforme en profondeur. Guylaine Roman a appris à lire aux enfants pendant 30 ans. Aujourd'hui, elle leur écrit des livres sur les enfants d'ailleurs, comme dans Les rêves d'Ima chez Chipango, sur les idylles éternelles dans L'amour fou chez Saltimbanque et sur la mini-crise d'ado des petits de 3 ans dans Pas déjà chez Frimousse. Jouer, c'est le travail de l'enfant, disait la créatrice des écoles maternelles. Jouer, c'est aussi le titre du beau livre de photos d'Olivier Lebrun, en prévente chez Esperluette. Rencontre avec l'homme qui a documenté comment on joue dans le monde entier pendant 25 ans, dans le micro en balade. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans Tout nouveau tout beau. Mais on commence avec la chronique de Rémi. Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Opération Shark de Christelle Châtel. Ils sont 4 ados, une fille et 3 garçons aux talents très spéciaux. Chacun vient d'un pays différent. Julia, qui a une mémoire photographique phénoménale pour décrypter les codes, habite à Brooklyn. Diego vient du Brésil, Kenzo du Japon et Amos de la rue Beaurepaire dans le 10e arrondissement de Paris. C'est le jour où il a piraté le site de l'Éducation nationale pour modifier les dates des vacances qu'il a été repéré par l'agence Gulliver. Quand le livre débute, ce virtuose des logiciels rentre totalement amnésique de sa dernière mission solo. Les 4 ados sont des agents secrets chargés de déjouer les complots d'un fou nommé Shark contre les enfants et les ados du monde entier. Le quatuor communique grâce à une puce électronique greffée au larynx, un traducteur multilangue qui leur permet aussi de mener en VO des enquêtes sur toute la planète. C'est un des nombreux gadgets loufoques à faire pâlir d'envie 007 dont les a équipés non pas M, mais L, leur chef autoritaire en tailleur et talons hauts, de la taille d'un Lego ou d'un Lilliputien pour reprendre le roman de Swift. Leurs parents ignorent tout de leur double vie. Quand ils partent en mission, ils participent officiellement à des stages sportifs ou à des séjours linguistiques. Première destination, dans le tome 1, la Silicon Valley, en Californie, où le Video Games Institute sélectionne des geeks du monde entier pour tester et imaginer les jeux du futur. À moins qu'il s'agisse plutôt pour Shark de prendre le contrôle des cerveaux des gamers pour les enrégimenter, la question se pose aussi au tome 2, direction le Portugal et les Kids Olympiques, JO réservés aux ados. Pourquoi Julia a-t-elle reçu une paire de baskets design de la mystérieuse marque qui équipe les meilleurs athlètes et que rêvent de porter tous les fans de sport? C'est louche. Les champions qui monopolisent les podiums viennent d'un pays qui n'existe tout simplement pas, le Babistan. Et les ailes du logo ne ressemblent-elles pas à s'y méprendre à une silhouette de requin? Opération Shark est une série rythmée et divertissante qui se lit facilement. L'univers des ados, leur passion pour les jeux vidéo et les vêtements de marque, fait passer, mine de rien, un message de vigilance. Je vais vous lire un extrait. C'est qui, c'est quoi Shark? Elle pousse un long soupir, puis reste silencieuse quelques secondes avant de débuter son récit. Nous ne savons malheureusement presque rien sur cette organisation secrète. Shark a été repéré au début des années 2000 suite à la prolifération d'actions machiavéliques pour manipuler les enfants et les adolescents. Ajout de produits chimiques addictifs dans des bonbons, vente de jouets dangereux, diffusion de tutoriels d'apprentissage de jeux violents sur les sites de vidéos en ligne. Le seul indice,
La seule trace laissée par Shark est toujours le même. Le dessin d'un requin. Opération Shark de Christelle Châtel, illustrée par Vincent Rocher, paraît aux éditions Nathan dès 10 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Guylaine Roman, bonjour. Bonjour. Merci de venir au micro d'Enfantillage. On vient d'écouter Rémi qui, comme à chaque émission, nous a parlé de sa dernière lecture. Et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Guylaine Roman, quel enfant, lectrice, étiez-vous ? Une lectrice passionnée, mais j'avais une difficulté, c'était qu'il y avait très très peu d'argent à la maison. Il n'y avait pas beaucoup de livres autour de moi. J'ai eu la chance d'avoir un parrain qui faisait des études pour être professeur de français et qui m'offrait des livres. Donc j'avais ma petite étagère de bibliothèque verte. Et puis j'avais un libraire en bas de chez moi qui avait la gentillesse de me laisser l'utiliser comme une bibliothèque. Je descendais, je choisissais un livre. Je le lisais, évidemment, je faisais très attention de ne pas l'abîmer. Et puis, je le lui rapportais le lendemain. Et je passais des étés comme ça à lire de façon un peu pirate. Vous étiez une enfant qui lisait, mais aussi qui écrivait ? J'ai commencé à écrire avant de savoir écrire, puisque ma maman me racontait très souvent que je lui tirais le tablier, je lui disais « Assieds-toi, je vais te dicter et tu vas raconter l'histoire ». Justement, vous avez évoqué dans Norig et L'or de Lille votre mère qui, enfant, gardait des oies, s'ennuyait à mourir et se plaignait de ne pas avoir de livres. Vous avez dit qu'il vous paraissait essentiel de revenir au peuple, aux gens de la terre. En quoi cet héritage vous a constitué en tant qu'auteur ? Je n'écris d'histoire que de petites gens. Et même lorsqu'il s'agit de princes et de princesses, ou de rois, ces personnages archétypaux des contes, ils ont un lien au peuple et à la terre. Ça me paraît essentiel. C'est de là que je viens. Je ne peux pas me situer autre part que dans la campagne au pied des Pyrénées, puisque c'est là que j'ai grandi, c'est là que ma famille avait ses racines, les vaches, les geais qui traversent la rue, les renards qui filent dans les champs, tout ça, c'est mon enfance et forcément, ça se retrouve dans mes histoires. Vous avez été enseignante pendant 30 ans, pendant plus de 30 ans. Oui, j'ai fait toute ma carrière. On a entendu, à l'occasion de l'hommage à Samuel Paty, la fameuse lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. L'agrégé de philo et ancien professeur les enjoint à ne pas fabriquer simplement des machines à épeler. Et il écrit « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. » Comment ces mots ont-ils résonné en vous ? Je n'ai pas regardé l'hommage parce que c'était trop d'émotions. J'ai regardé les autres hommages quand il s'agissait de policiers ou de journalistes, mais là, le fait que ce soit un enseignant m'a tordu le cœur et vraiment, je ne pouvais pas le regarder. La phrase que vous évoquez là, elle est d'une puissance incroyable, surtout à un moment où on assiste à un retour en arrière dans la façon d'enseigner la lecture aux élèves, où on revient à un b.a.-ba mécanique et strict qui les éloigne du sens. Et on a beau le dire, et les chercheurs ont beau l'expliquer, que lire, c'est comprendre, que c'est se projeter, que c'est imaginer, et que ce n'est pas juste faire une espèce de mécano avec la langue, c'est rentrer dans de l'humanité, dans une espèce d'épaisseur d'histoire, je veux dire là au sens historique. Lire, c'est pas seulement un apprentissage qui remplit un enfant, mais qui le construit. C'est pas juste une question de technique. Apprendre à lire, ça modifie la personne. Un enfant qui sait lire n'est plus le même que le moment où il ne savait pas lire. Ça le transforme en profondeur. Dans votre blog, vous avez de très belles phrases sur votre métier de professeur des écoles. J'y ai connu, écrivez-vous, des émotions, des découragements, des remises en question. Ce qui m'a permis de garder le cap, c'est la certitude que ce que je faisais était utile. Et vous poursuivez, je reconnais la parole respectée, l'enfant humilié, l'apprentissage joyeux, l'enfant qui ne dit rien dont les yeux s'égarent, c'est lui que je veux aller chercher quand j'interviens dans une classe. Je ne veux pas partir sans avoir capté son regard, sans lui avoir arraché un début de sourire. J'en sors épuisée et maintenant je me demande comment j'ai pu faire, où j'ai trouvé cette énergie. Est-ce que vous comprenez les doutes qui assaillent souvent les enseignants, leur lassitude et aussi la crise des vocations ? Bien sûr, je le comprends. Je le comprends d'autant plus qu'on en a beaucoup parlé ces jours-ci. Ce que je connais, c'est leur solitude. On est très très seul dans une classe. Très très seul face aux parents d'élèves, face aux enfants, face à l'institution. On est très très seul. C'est maintenant avec du recul que je me dis, oui, vous avez repris la phrase, comment j'ai pu faire ?
Mais j'aimais ça. Et puis j'étais formatrice. Je formais aussi des jeunes enseignants. Et ça, c'était passionnant. Avec Cécile, vous dépeignez aux éditions Frimousse des enfants qui refusent obstinément d'aller à la piscine, à l'école ou, dans votre tout dernier opus, qui ne veulent pas aller au lit. Oui. Je veux pas y aller. Pas déjà, non, j'irai pas. Vos 3 titres sont en phase avec cette période d'opposition systématique du non autour des 2-3 ans de l'enfant, qu'on compare souvent à une mini-crise d'adolescence. Ah ouais. Les créateurs, dit-on, restent souvent connectés à une période précise de leur évolution, l'adolescence pour certains, l'âge de raison, moi souvent, ou la petite enfance pour d'autres. Est-ce le cas de la période du non pour vous? Non, c'est drôle de me répondre comme ça. En revanche, dans ma vie de maman et dans ma vie de maîtresse d'école, j'en ai vu beaucoup d'enfants à cette période-là. On s'est beaucoup amusé. On a beaucoup travaillé ensemble. On a passé des soirées WhatsApp, Cécile m'envoyant des crayonnés, moi lui renvoyant des phrases. Ça a été très très drôle, très léger. On rêverait que tous les projets puissent se faire comme ça. Dans les rêves d'Ima, illustrés par Bertrand Dubois aux éditions Chipango, vous mettez en scène une jeune enfant, une Inca, qui invente des histoires. Elle utilise ce qu'elle voit la nuit et écrit pour ne plus avoir peur. On sait bien, expliquez-vous toujours dans votre blog, que ça peut faire peur, cette nuit qui nous enveloppe. Je crois qu'il s'agit là d'un de ces lieux merveilleux, au bord de ce gouffre qui menace de nous engloutir, un de ces lieux immémoriaux et humains où l'imagination vient au monde. Est-ce en ce lieu, en ce moment, que vos histoires naissent? Absolument, mais toujours. Je n'ai pas dépassé la peur de la nuit. Je n'ai pas peur du noir, mais j'ai peur de la nuit en tant que durée, où il faut dormir. Et la peur de ne pas dormir, ou la peur de rêver, me pousse vers l'imaginaire. Et il y a énormément de mes histoires. Norig est née dans un moment comme ça. La princesse aux 1001 perles est née dans un moment comme ça. C'est une façon de reprendre le pouvoir, de me dire que je ne vais pas être victime d'une fantasmagorie qui m'arriverait de l'inconscient, mais que c'est moi qui vais tenir les rênes et c'est mon imaginaire actif qui va prendre le pouvoir et me permettre de trouver le sommeil. Ou j'utilise la fonction dictaphone de mon téléphone, ou je note sur un petit carnet à côté de moi, mais juste en style télégraphique. Il suffit de 2 ou 3 mots pour que je renoue le fil après. Vous empruntez le titre de votre dernier album, L'amour fou, publié aux éditions Saltimbanque à André Breton, qui écrivait, c'est très beau, à sa fille Aube, « Je vous souhaite d'être follement aimée ». C'est un recueil de récits d'amour mythiques et contrariés, issus de la littérature, d'Ulysse et Pénélope à Roméo et Juliette, en passant par Majnoul et Leïla ou Paul et Virginie. Laquelle de ces histoires d'amour, qui finissent mal en général, vous a le plus ému? Moi, l'histoire qui m'a le plus touchée, parce que c'est celle que je connaissais le moins, et donc, ça m'a demandé un long travail à la fois de lecture et d'écriture, c'est Paul et Virginie. J'ai été tout à fait étonnée de la modernité de ce texte, en particulier dans la relation des humains à la nature. Il y est question d'écologie et je me suis beaucoup passionnée pour ces 2 personnages-là, même s'ils ont un destin absolument tragique, mais ce qui est pratiquement le cas de tous, hein. Sauf Ulysse et Pénélope qui se retrouvent, tous les autres se terminent mal, c'est épouvantable, hein. Vous évoquez votre sensibilité à l'écologie, qui était déjà apparente dans Norig. Vous pensez qu'il est possible d'agir, de réparer la nature? J'ai de l'espoir parce que je suis incapable de vivre sans espoir. Alors ça, je ne suis pas équipée pour. Mon corps génère de l'espoir, comme il génère des larmes quand je pleure. C'est consubstantiel à moi. Évidemment, ça passe par des choix politiques, hein. Et je suis partagée entre l'espoir dans les petits gestes du quotidien, sur le tri, le respect des endroits par lesquels on passe, etc. Et puis cette exigence pour les décideurs, pour les industriels, de prendre les choses en main, d'accepter que les profits soient moindres pour que notre terre soit sauvée. On change de sujet. Vous avez souvent écrit des contes. Vous restez très fidèle à leur littéralité. Pourtant, votre œuvre n'est pas dénuée d'humour. Par exemple, dans le trait déjanté et plutôt surréaliste grand livre des peut-être, des si, des pourquoi, avec Tom Champ aux éditions Milan, vous n'avez jamais eu envie de subvertir les contes et d'explorer les anti-contes? Ça se fait beaucoup, il y en a énormément. Ça m'est arrivé, mais ça n'a jamais dépassé la mémoire de mon ordinateur. Ça ne m'a jamais convaincue.
Quel est le plaisir en tant qu'auteur, justement, de rester fidèle à l'architecture, aux archétypes, à ce qui fait un conte, que l'enfant sache, que ça soit bien balisé pour tout le monde. On est dans l'univers du conte et je vais vous raconter un conte. C'est un peu le même plaisir que de s'asseoir pour un repas à une table bien mise. C'est se dire que là, on va se régaler parce que tout est là. On a le bon couvert à poisson, un verre à eau, un verre à vin. On sait qu'on aura des jolies petites fourchettes à dessert. Cette espèce de gourmandise, je sais par expérience que les enfants ont besoin de structure. Un enfant ne grandit pas dans l'insécurité et dans le doute permanent. Il a besoin de structure et de repères. Travailler sur une histoire en lui donnant l'apparence et la structure d'un conte, c'est vraiment prendre l'enfant par la main et lui dire « Attends, tu vas voir, tu vas y arriver, tu vas comprendre ». Ça n'a pas d'intérêt de perdre un enfant dans la lecture. Ça serait totalement pervers. Je fais en sorte que mes histoires, même si elles abordent des sujets actuels, aient une structure archétypale qui a fait ses preuves, qui fonctionne depuis des siècles. Vous aimez entraîner vos jeunes lecteurs dans des contrées lointaines, à la rencontre d'enfants d'ailleurs. Il y a eu la Mongolie, le Bhoutan, l'Inde, le Japon et à présent les Andes, donc avec les rêves d'Ima. Est-ce que vous-même, vous êtes une grande voyageuse ou est-ce qu'au contraire, vous recréez tout cela dans votre tête? Alors, non, je suis une voyageuse immobile. Je voyage très peu. Et j'ai la chance d'être très vite dépaysée. Il suffit qu'à quelques centaines de kilomètres de chez moi, je constate que la pente des toits n'est plus la même, que la forme des tuiles sur les toits n'est plus la même, et j'ai une sensation de dépaysement. Ça tombe bien puisque je déteste prendre l'avion et que donc je ne vais jamais très très loin. Qu'est-ce que la rencontre de ces enfants du bout du monde apporte selon vous aux jeunes lecteurs? On a un besoin urgent de décentration. Nos enfants, les enfants que nous avons faits, que nous avons élevés, là, ont besoin de se décentrer. Ils sont, il me semble, beaucoup tournés vers une satisfaction immédiate et qui passent, pour le dire méchamment, par leur nombril et pour le dire plus gentiment et de façon plus bienveillante, par une satisfaction immédiate de leurs désirs et de leurs envies. Tout a été fait pour ça, hein. On ne peut pas s'en plaindre puisque c'est ma génération en particulier qui a créé ça. Donc il me semble qu'il faut que les enfants parviennent à se décentrer et à penser l'autre, qu'ils arrivent à penser l'altérité, qu'ils arrivent à penser la différence, pas ce côté un peu prêchi-prêcha dont on parle souvent, hein, accepter la différence. Non, là je parle d'une vraie différence, d'une différence de culture très profonde, de choix différents, de lieux de vie différents. Et ma foi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que leur raconter des histoires les plus humaines possibles, mais vécues par des enfants très différents d'eux, eh bien, ça permet de trouver le commun dénominateur à tout ça. Et le commun dénominateur, c'est l'humain. C'est ce qui nous fait nous. Je crois que c'est important pour tous les enfants actuels de se dire que tout ce qui nous paraît tellement évident, aller à l'école, avoir de quoi se vêtir, être logé, etc., ben, c'est des choses qui sont loin d'être partagées par tous. Guylaine Roman, merci d'être venue au micro d'Enfantillage. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Le micro en balade. Une fillette au visage grave donne le biberon à son poupon. Un garçon malicieux pousse un landau, une lueur d'indicible félicité dans les yeux. Un autre tape sur une antique machine à écrire. Des enfants des rues lancent une capsule de bouteille dans le sable. Des footballeurs aux pieds nus frappent dans un ballon imaginaire, mais leur sourire radieux montre qu'ils sont transportés dans des mondes dont ils sont les princes. Chaque homme, disait Aristote, cache en lui un enfant qui veut jouer. Olivier Lebrun publie aux éditions Esperluette un livre de photographie au titre programmatique, Jouer, fruit de 25 ans d'observation de ces instants où des enfants en majorité, mais aussi des hommes et quelques femmes, sont immortalisés dans cette activité qui les absorbe autant qu'il les révèle, le jeu. Moi, ce qui m'a frappé chez de nombreux enfants que j'ai photographiés, c'est cette concentration mais qui peut durer des heures. Quand j'habitais à Madagascar, j'ai vu une petite fille qui jouait avec des cailloux sur la terre et pendant un temps infini, elle
manipulait ces pierres, elle était tout à fait concentrée. On n'a jamais vu un élève concentré comme ça dans une classe. Le plaisir de la photographie, c'est tout ce qui se passe avant et après aussi. C'est aussi un magnifique jeu, la photographie. Olivier Lebrun a accompagné partout dans le monde des projets de développement, de la Belgique de son enfance au Congo, où il a grandi dans une plantation de café, de Montreuil, où il vit à Madagascar, en passant par Haïti, la Sicile ou les États-Unis. Il a documenté, ou plutôt décrit avec la lumière, comme il le dit joliment, une 50aine de jeux. J'ai eu la chance, de par mon travail, de pouvoir photographier les gens sans être un touriste qui les photographie. J'ai été fasciné par le nombre de gens qui jouaient un peu partout, dans la rue, dans les marchés. Par exemple, des pousse-pousseurs. Ils sont à bicyclette et ils tirent quelqu'un ou bien ils courent avec quelqu'un derrière eux. Quand ils se détendaient, ils jouaient toujours aux cartes ou bien aux dominos. Alors il n'y a pas seulement les joueurs, mais il y a le public autour des joueurs qui rit, qui participe au jeu. En Haïti, j'observais une partie dans un quartier populaire de Port-au-Prince qui s'appelle Cité Soleil, un quartier très pauvre. Ils jouaient aux dominos et chaque fois, le perdant se piquait le visage avec une pince à linge. J'ai demandé, mais pourquoi? Vous avez un joueur plein de pinces à linge, le pauvre, on souffre pour lui, et on voit que ça continue sur ses bras. Olivier Lebrun montre que les jeux des adultes sont souvent des jeux de pouvoir, comme les échecs ou le Fanorona, jeu de stratégie favori de la classe dirigeante traditionnelle malgache. Pour l'ancien enseignant-chercheur et socio-économiste pour les Nations Unies, les jeux de société reflètent souvent des modes de production et nous informe sur les sociétés qui les ont vus naître. Le Monopoly est typiquement un jeu du développement du capitalisme au XIXe siècle, à l'époque des chemins de fer. C'est un jeu où il faut être le plus riche possible. Il n'y a aucune morale dans le Monopoly. Plus on ruine les autres, plus on s'amuse. Tandis que dans l'Awalé, c'est tout à fait différent. C'est un jeu de semailles avec des graines. C'est un jeu très moral. On ne peut pas affamer l'adversaire. Il faut toujours lui laisser un peu de nourriture. Ça se termine quand il n'y a plus moyen de le nourrir. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué à l'Awalé avec les enfants de la plantation de café et je n'ai jamais gagné. Loin du marathon consumériste de fin d'année, Olivier Lebrun célèbre l'essence du jeu, souvent créé avec 3 fois rien. Dans le livre, il y a un garçon qui joue avec une toupie au Congo. Il a fabriqué lui-même la toupie. J'ai photographié aussi des garçons. Ils avaient fabriqué eux-mêmes leur trottinette tout en bois. Au Sénégal, ils étaient arrivés à fabriquer un cerf-volant très efficace. Et ils couraient derrière ce cerf-volant comme s'il s'envolait. C'était sur une petite île qui s'appelle Fadiout. Et c'était très beau à voir cet envol des enfants avec leur cerf-volant. Il y a la préparation du jeu, on se donne la peine d'arriver à ses fins, d'arriver à jouer. Il y a une liberté dans l'acte de jouer. Le jeu commence très tôt. Je l'ai vu avec une petite fille, bébé. Elle prenait le livre, elle l'ouvrait, elle tournait les pages. Elle voulait dormir avec son livre. Pour elle, le livre, c'était le jeu suprême. Les éditions Esperluette lancent une souscription pour la publication de jouets, disponible à tarif préférentiel jusqu'au 4 novembre. Toutes les informations sont sur le site d'Enfantillage. Nouveau, tout beau. L'album « Moi je veux vraiment savoir ce qu'est la mort » de Monsieur Mouche, illustré par Maria Paz, paraît à point nommé en cette période où certains célèbrent les défunts. Le chat a tué la mésange et plongé de ce fait Emma et Jules dans un abîme de perplexité. Précisons que le chassassin est baptisé Schrödinger, comme le prix Nobel de physique, qui inventa une expérience de pensée où le chat était à la fois mort et vivant. Le deuil, les rites funéraires, les croyances, tout est passé en revue par les 2 enfants, sans pathos ni mièvrerie, mais au contraire avec drôlerie et délicatesse. Nous aussi on va mourir un jour, mais c'est dans méga super longtemps. En attendant, les petits amoureux ont toute la vie devant eux. Aux éditions Gulfstream, dès 6 ans. Entre jeux de mots drôlatiques et comiques de situation, Michel Van Zeveren aborde la question façon Halloween avec une belgitude assumée. « Je suis mort les gars », confie l'enfant métamorphosé en squelette,
pile le jour où il devait faire un exposé sur les urgences et où il a oublié ses notes. Il se croit au bout de sa vie et n'a qu'une envie, disparaître sous terre. Heureusement, il vivra en fait une journée trop mortelle. Aux éditions Pastel, dès 6 ans. Quelque part sur Terre, un enfant ouvre un livre. Quand il le referme à la dernière page, un monde a vécu. À chaque double de ce petit album, quelques mots et une image riche en promesses et en sensations amorcent une nouvelle histoire sur le mode infiniment inspirant du ailleurs au même instant. Un livre de Tom Tirabosco aux éditions La Joie de lire, dès 4 ans. Tout nouveau tout beau, la suite. Il est en colère, il est amoureux, il dit non et à présent il va à l'école. Qui ça? Le livre bien sûr. C'est la dernière aventure du héros des adorables albums de Ramadier et Bourgeot où une souris rose invite le tout petit à interagir avec son irremplaçable complice. Collection Loulou et compagnie, édition de l'École des loisirs, dès la naissance. Il t'accompagne partout et te fait voyager même si tu restes immobile. Qui est-ce? Le livre, encore et toujours, bien sûr. Sujet du 100e volume de la collection Mes Petits Docs, qui dévoile depuis 15 ans les merveilles du monde aux enfants. De son histoire à sa fabrication, tout est dit de cette chose très étonnante qui n'a pas de bouche, mais te chuchote des histoires. Un livre de Stéphanie Ledoux, illustré par Aurélie Grand, aux éditions Milan, dès 4 ans. Le premier opus imprimé de l'histoire occidentale, vers 1455, est l'objet d'un escape game époustouflant d'érudition aux éditions Le Robert. Un journaliste enquête sur la Bible de Gutenberg conservée à la bibliothèque Mazarine. Pour que la lumière garde la mémoire des temps, l'algèbre et le verbe seront le début et la fin. Que signifie donc cette mystérieuse inscription ? Un code décrypté plus loin, un calligramme déchiffré, un mot deviné, et nous voici embarqués dans un bouleversant périple immersif au cœur des chefs-d'œuvre de la littérature française. On ripaille avec Gargantua, on prend le métro avec Zazie, on déclame sous le balcon de Roxane avec Cyrano, et on ressort ébloui et savant de ce jeu d'évasion faiseur de bibliolâtre. Parle-moi en rêve, comme on prie, on espère que tes pensées, ces bulles d'air, volent sur la mer. Je m'appelle Siam. Siam était mon berceau. Une plaine éternelle où s'étalait un long fleuve aux doigts d'eau. Dans mon pays, le Mékong était un dieu sacré. Vietnam, années 70, la guerre fait rage, sans égard pour les amours naissantes de Lan et James, le soldat américain. Mais leur fille, petite couturière aux doigts d'or, ira jusqu'à San Francisco pour comprendre son histoire. À chaque exemplaire vendu de ce beau conte musical au casting 5 étoiles et aux sublimes mélodies, 1 € est reversé au Rire Médecin, cette association qui fait venir des clowns au chevet des enfants hospitalisés. Viens avec moi. Viens avec moi. De l'autre côté de la mer, je connais un autre univers. Viens avec moi. Inventer un nouveau monde. Siam au fil de l'eau d'Arnaud Taurette, illustré par Olivier Latic, sur une musique de Johan Fargeau. Édition Flammarion Jeunesse, dès 6 ans. Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout Beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés, bonne lecture à toutes et à tous et à la prochaine fois.